Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire principalement de l'analyse on-chain, donc du Glassnode et bien entendu, comme d'habitude, étude de marché, analyse de marché, à la fois fondamentale, technique et de sentiments sur Bitcoin et Ethereum. On est là sur le prix du Bitcoin face au dollar et vous voyez qu'on a eu donc ce breakout, léger rejet par cette résistance ici autour des 19,5 et désormais on navigue un petit peu dans cette zone des 19,2, 19,5. Tout à fait normal éventuellement de faire un pullback éventuellement là sur cette droite jaune et violette, donc action de prix qui se comporte plutôt bien. On va pas faire le momentum aujourd'hui, mais on va juste aller voir un petit peu ce qui se passe sur Ether. Sur Ether, vous voyez qu'on a breakout, cette ligne bleue, très important à breakout pour moi. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait absolument faire et ne pas se faire rejeter ici vers le bas. Et là, pour le coup, on est en train de jouer avec cette ligne de tendance que vous voyez en vert pâle ici. Je pense que ça devrait potentiellement casser. Enfin, c'est ce qu'on verra, du moins quand on fera l'étude des liquidités tout à l'heure. Sur le Wall Street Journal, Rishi Sunak qui devient le nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Il est très pro-crypto. C'est quelqu'un qui est, un ancien manager de hedge fund, donc qui est également très riche. Je pense qu'il pèse quelque chose comme facilement 250 millions. 270 millions, donc du coup, est très pro-crypto, donc il connaît vraiment bien son sujet là-dessus, donc vous allez voir ici, bon, c'est plutôt une news qui est favorable aux crypto dans l'ensemble. Ici sur les earnings, Coca-Cola qui dépasse les attentes au niveau des earnings. J'ai pas regardé ce que nous avait donné. D'ailleurs, bien mal m'en a pris puisque ça aurait été vraiment intéressant. Je vais peut-être mettre en pause et aller voir ce que nous avait donné éventuellement Alphabet, donc Google. Et on avait aussi Microsoft qui devait publier au niveau des tech stocks. Bon, il suffirait de regarder le cours de l'action là éventuellement pour voir si ça a donné. Rien de nouveau sur The Block, rien de nouveau également sur Bitcoin.com. Calendrier économique, on aura des grosses news jeudi et vendredi avec la révision du PIB, enfin pas la révision d'ailleurs, la première estimation du PIB du troisième trimestre et pas mal d'informations sur l'inflation et le marché de l'emploi vendredi. Et puis voilà pour tout ce qui est aspect news. On va passer maintenant aux liquidités. Liquidités qui sont sur... Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 50 millions, vous le voyez, 2 fois plus sur Ethereum que sur Bitcoin, 20 millions sur Ether et 9 millions sur Bitcoin. On avait parlé sur Ether d'aller faire un tour au 1004, je pense que c'est chose faite. Et puis le carnet d'ordre sur Coinbase qui est toujours aussi plein vers le bas. Énormément d'ordre ici au niveau des investisseurs qui attendent à l'achat sur Coinbase et sur Binance. On a un carnet d'ordre un petit peu plus mitigé. On a un carnet d'ordre un peu plus mitigé vers le bas. 3 grosses barres d'achat, vous le voyez là ici, avec 200 Bitcoin, 200 Bitcoin et 200 Bitcoin. On est autour des 19 110 $. Donc si le prix devrait corriger, il aurait potentiellement du mal. En tout cas, il marquerait une pause avant de descendre en dessous des 19. On va regarder maintenant les options. On est on est mardi et vendredi, on aura une expiration. On sera le 28. Avec un max win price autour des 19 000 $. Donc au niveau des options, ça nous dirait plutôt qu'on va rester dans la zone. On va regarder juste sur tout le monde. Hop, temporairement non disponible. Bon, c'est pas grave, on va rester sur Deribit. De toute façon, la plupart des options sont dessus. Et 1350 sur Ethereum. Donc ça nous dirait plutôt que les options vont essayer de garder le prix dans la zone pour faire souffrir la majorité, la plus grande partie possible du marché. Ensuite, BTC, USDT... Perp pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés des leviers. Si j'arrive à l'écrire, je pense que je peux peut-être me débrouiller. Et vous voyez quoi? Vous voyez qu'ici, hier, on n'avait pas rajouté vraiment de points. Donc là, le prix
prix doit choisir un petit peu doit prendre une décision. On a assez peu de points en haut avant les 22,8. On sait qu'on a quelque chose à prendre autour des 21. Quand on regarde les poches de liquidité, ça paraît assez évident. Et on avait quelque chose à prendre aux 20 000 et pour l'instant, on n'y est pas allé. Bon, c'est pas dans mes poches de liquidité ici, c'est pas forcément nécessairement dans mes stop loss, mais qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Eh bien, là, on avait eu, je vais vous le montrer là-dessus. Ici, on avait une grosse vague de longueur. Elle a été partiellement nettoyée ici. Vous voyez qu'on est revenu, on a nettoyé. Tout ça, c'est les contrats, le nombre de contrats ouverts. On les a bien nettoyés. On est bien revenu au point de départ ici. Donc, en faisant revenir le prix ici, on a nettoyé la majeure partie de ces longueurs-là. Ici, beaucoup de gens qui en longue ont clôturé leur position sur ce point-là. Donc, on est descendu encore plus bas. Et on a eu également légèrement quelques shorters qui sont rentrés, je pense, sur ce mouvement. Il a été pris depuis d'ailleurs. Et puis, à partir de là, on se construit sur du long à partir de ce point-là, qui est à peu près par ici, qui pour moi n'a pas encore été pris pour le moment. Donc voilà, on va partir là-dessus. Est-ce qu'on a eu du short entre-temps? Oui, à partir de là, et c'est ce qu'on est en train de nettoyer là à l'instant T, probablement une assez grosse position. Vous voyez l'open interest ici qui s'envole, et ce sur un funding qui est à peu près mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire à la fois du long et du short. Vous voyez qu'on est plutôt ici en temporisation, mais très forte augmentation de l'open interest. Pour l'instant, on a déleveragé à chaque fois qu'on montait aux 7,5 milliards. On est à 7,3, donc on va voir un petit peu sur quoi se construit cette vague-là. Est-ce que ça va être du long ou du short? On peut sauver ça et passer sur Ether. Décidément, j'ai petit souci de doigts et on voulait les perdre, nous. Vraiment du mal, Hop, et sur Ethereum, qu'est-ce que ça nous a donné? Principalement quand même ici du short, vous le voyez. On était parti de ce point-là, on a principalement été shorté sur toute cette zone, c'est ce qu'on a travaillé depuis. Ensuite ici on s'est construit sur du long, ça a été pris par ce point-là, vous voyez qu'on a fait la même chose que sur Bitcoin, on est redescendu. Ici on se construit en partie sur du short, sur cette partie-là ça a été également travaillé depuis. Là, on se construit également sur du short. Jusque-là, ça a été travaillé depuis également. Et puis, on s'est construit sur du long à partir d'ici. Donc, on va noter ce point à prendre en long. Globalement, à peu près par ici. Voilà, quelque part par là. Et puis, ensuite, donc on s'est construit sur du long jusque là. Et à partir de là, on s'est pas mal construit sur du short dans un premier temps. Mais le point a été nettoyé. Et on peut considérer qu'à partir de ce point-là, on s'est construit également sur du long. Donc, c'est-à-dire, vous le voyez, forte augmentation ici de l'open interest. Donc, le nombre de contrats en circulation augmente fortement en ayant un funding qui lui aussi augmente. D'où l'intérêt pour avoir ces points très précis de regarder ce type d'information sur des time frames de 5 minutes. Là, il écrit 12 heures, mais c'est un bug. Si je passe en 5 minutes, vous verrez que on est bien sur du 5 minutes. Bon, des fois, il bug un petit peu notre ami. Voilà. Mais voilà, vous voyez qu'on est bien en 5 minutes. On va désormais voir les poches de liquidité. Et vous voyez que je vous avais parlé de cette grosse position sur BTC à éventuellement venir prendre. Et elle a été nettoyée ici, il y a 2 jours. Ensuite, depuis, on s'est construit sur quelque chose qui est un peu mi-figue, mi-raisin, pas de très grosses positions en ouverture, c'est ça qui fait bouger le prix en général, c'est les ouvertures de très grosses positions, et là, c'est pas le cas. Et on a désormais plus de longueur que de shorter, donc potentiellement une petite correction à venir, en tout cas, c'est ce que nous disent les liquidités. Sur Ether, c'est pas vraiment la même histoire, on a vraiment pas mal de longues, et notamment cette grosse position, si jamais elle n'a pas été fermée depuis, qui a été ouverte, on a préféré nettoyer celle-ci, c'est-à-dire, vous le voyez, la position qui s'est faite là, et là, instant en ce moment, on est en train de se construire plus sur du long également. Donc on peut prévoir également une petite correction sur Ethereum. Si on devait nettoyer tout ça, probablement un petit retour aux 1300 $ ne saurait tarder. Sur la heatmap en 12 heures sur Bitcoin, vous voyez qu'on commence à rentrer dans cette zone assez intéressante dans laquelle il y a de la jolie poche de liquidité jusqu'au 19,6 et on pourrait essayer éventuellement faire un mouvement au 20K, mais petit à petit on densifie cette zone juste en dessous qui est autour des 19K. Nous, ce qu'on veut, c'est une hausse avec laquelle personne n'est d'accord. C'est-à-dire qu'on ait assez peu de longueur en levier qui rentre pour rentrer léger, partir léger. Et puis également qu'on ait un max de shorter
qui veulent venir contrer ce mouvement, qui n'y croient pas. Et là, pour le moment, c'est pas vraiment l'impression que ça donne. Tout le monde est plutôt en train d'essayer d'attraper le bottom, hein, d'attraper cette espèce de... Voilà, on n'est pas forcément ici dans la peur, donc c'est pas forcément ici la construction spécifiquement de quelque chose de vraiment incroyable. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, on pourrait sur fond de bonnes news et avec éventuellement un malentendu sur le FOMC qui aura désormais lieu dans une semaine, un malentendu avec ce que je veux dire, soit 0,75 et un discours assez dovish, soit 0,5 avec tout simplement 0,5, donc un ralentissement de l'augmentation des taux de la Fed, un ralentissement du rythme d'augmentation qui pourrait bien entendu beaucoup plaire au marché. Vous voyez ici qu'on a pris tout ce jaune là, ici quand on a pris le 19,5, 19,6, donc on a pas mal nettoyé le dur. Pour le moment on semble se diriger, et là j'ai changé, je suis passé du coup sur Lightmap en 7 jours, on semble se diriger vers les 20 000 hein, dans ce sens-là. Est-ce qu'on va recorriger pour recorriger éventuellement plus bas et reprendre des choses à 19? J'y vois l'intérêt sur Ethereum, mais pas forcément sur Bitcoin. Donc on pourrait ici, parce que ces poches de liquidité là sont vraiment pas énormes, potentiellement laisser gagner ces longueurs pour le moment. On va donc sur Glassnode comme promis pour faire notre analyse on-chain. Sur quoi on est là? On est sur le Realized Price 16, non, on va se mettre à jour, on va se prendre le 24, voilà. Je vais faire un refresh parce que... Voilà, le 24, donc le Realized Price, quel que c'est plus ou moins le prix moyen d'achat de Bitcoin, c'est-à-dire la somme des dernières transactions. Chaque coin est numéroté, vous le savez, enfin globalement c'est un bloc, et puis du coup vous savez exactement à combien ont été achetés en moyenne les Bitcoins. Et vous le voyez ici, à chaque fois qu'on retouche le Realized Price, on se fait plus ou moins rejeter par ça. C'est tout simplement naturel en moment de bear market, puisque on a une moyenne d'achat ici, vous le voyez, qui est en ce moment au 19... Realized Price au 2100, pardon. Donc on pourrait ici faire un mouvement au 2100 et se faire rejeter une nouvelle fois par ce Realized Price des 2100, tout simplement parce que ceux qui, dans la moyenne, ont acheté à peu près à ce prix-là, pourraient se dire je sors à break-even, donc je sors c'est une parfaite dynamique de bear market, c'est-à-dire des gens qui se sont fait peur et qui disent ah ben là je sors parce que voilà, émotionnellement on va dire c'était trop pour moi. Ici, quand on regarde le Rodel, donc le Rodel, c'est-à-dire grosso modo un ratio entre les bitcoins qui ont 1 à 2 semaines et ceux qui ont 1 à 2 ans, c'est-à-dire à quel point les bitcoins sont holdés, hein, c'est un ratio. Vous voyez qu'on est très bas, donc on est sur des bitcoins qui sont très vieux en ce moment, et quelques bitcoins qui passent de main en main, qui sont très jeunes, mais qui font le prix. Mais les autres sont plutôt en train de sortir des exchanges et de ne pas faire le prix. Sur le NUPL, Net Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire à quel point le marché est en souffrance, à quel point on est dans une période de capitulation ou pas. Tout simplement ici on prend tous ceux qui n'ont pas vendu et on essaye de comprendre est-ce qu'ils sont en dessous de leur prix ou pas. Vous voyez qu'on est dans la zone rouge ici et qu'on est revenu faire un tour dans la zone de capitulation. Donc c'est assez fréquent, enfin ça peut arriver qu'on fasse 2 pointes comme ceci. Plus ou moins ici quand même une dynamique également de bottom. On va regarder les adresses après, les bitcoins qui continuent à sortir des exchanges, vous le voyez, c'est-à-dire qu'ils passent sur des cold wallets, c'est-à-dire que quand les bitcoins sont achetés, et d'ailleurs la tendance est fortement marquée ces derniers jours, ces derniers temps, là, depuis qu'on est dans cette espèce de range autour des 19 000 $ globalement. Le realized, alors c'est l'inverse, c'est ceux qui vendent à l'instant T, ceux qui sont à la vente, est-ce qu'ils sont en perte ou en gain au moment où ils vendent? Et vous voyez que en ce moment, en fait, c'est plutôt de la perte par rapport à tout ce qui a été acheté au spot, etc. Et donc, c'est plutôt de la vente à perte qui est en train de se passer sur tout ce range-là. On a beaucoup de gens qui capitulent ici sur ce range. Et puis, dès qu'on revient à l'équilibre, dès qu'on revient au zéro, c'est un petit peu la même dynamique que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dès qu'on revient à l'équilibre, eh bien, on se fait rejeter par ce niveau du zéro. Et vous le voyez ici, c'est tout à fait des dynamiques qu'on a pu avoir dans les bear markets précédents, c'est-à-dire cette forme de creux rouge où à chaque fois on n'arrive pas à remettre les gens en profit parce que on a pas mal de gens qui vendent à break-even dès qu'ils reviennent à break-even.
Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu la même métrique, mais on va la regarder plus ou moins. Enfin, c'est encore plus précis ici, vous le voyez sur le NRPL, le Net Realized Profit and Loss. Vous voyez qu'on a eu cette grosse capitulation là ici, c'était le crash Celsius. Et puis à chaque fois, on revient jouer avec le zéro. Et dès qu'une partie du marché passe en bénéfice, eh ben, on en a beaucoup qui en profitent pour vendre à break-even. Donc exactement la même dynamique que ce que je vous montrais tout à l'heure. Le Accumulation Trend Score, désormais, qui devient de plus en plus foncé, vous le voyez là. C'est pas forcément flagrant, mais on avait mis en avant que toute cette zone-là avait été fortement accumulée, et puis ensuite on avait eu une zone plutôt de, pas vraiment de distribution, mais oui, si on peut appeler ça une forme de distribution. Et puis là, on est à nouveau dans une zone d'accumulation. On avait mis en avant aussi que à chaque fois qu'on a des bottoms de marché, on a une forte zone d'accumulation, comme vous le voyez là. Ensuite, une zone qui est jaune, et ensuite on repart dans l'accumulation avant de repartir en bull market. Donc quand le prix repart vers le haut, il y a toujours une période de doute. C'est ça que je veux dire. Là, on était sur ce bottom-là. Vous voyez, très forte accumulation au départ. Le marché doute, on revient dans le jaune, et puis le prix monte de lui-même, et après on repart dans le violet. Là, c'est un petit peu la même chose. Très forte accumulation au départ. Gros doute du marché, et là on pourrait éventuellement se diriger vers le haut. La dormance qui a des niveaux jamais vus, c'est-à-dire que les coins sont de moins en moins alive, ils bougent de moins en moins, ils passent de moins en moins de main en main, donc le prix, encore une fois ici, est fait tout simplement par des bitcoins à très court terme qui s'échangent de short-term holders en short-term holders, et c'est ça qui fait le prix. Le réserve risque qui est à des plus bas aussi relativement historiques. Vous voyez que là on est en 2011, je pense même que c'est un all-time low, oui. C'est-à-dire à quel point le Bitcoin peut être considéré comme étant un bon prix, un prix loyal, hein, le risque de réserve, hein, c'est ça sur Glassnode. Donc là en ce moment on est carrément passé sous la zone verte, donc on est à des plus bas historiques sur l'appréciation que pourraient faire les holders ou non du Bitcoin. Ici, on regarde la supply active 1 year plus ago, c'est-à-dire est-ce que les coins ont bougé cette année ou pas. Oui, on regarde ceux qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an. Et globalement, vous voyez qu'on a, c'est un all-time high, on a en ce moment, si j'arrive à me mettre sur hier, 66,1% de la supply de tous les bitcoins qui n'a pas bougé depuis plus d'1 an. Donc c'est du jamais vu pour le moment. Et on est ici sur cette trend vraiment, effectivement, où le marché est très fort, il hold très très fort. Ici, le H-Ribbon, bon, pas besoin d'en parler, on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Sur le multiple de Puel, globalement, bah, c'est pareil, on est à des niveaux de bottom, il est en train de se reprendre, vous le voyez. En général, quand il sort de la zone verte, c'est un début de bull run. Bon voilà, c'est pas forcément ici, là vous voyez qu'on a, non, on n'a même pas fait de plus bas, non, voilà. Donc on serait plutôt dans cette dynamique également de bottom sur le multiple de Puel. MVRV Z-Core, c'est pareil, ça nous montre théoriquement qu'on est dans la zone verte, c'est-à-dire tout simplement que le score ici est très bon et qu'on pourrait être dans la bonne zone pour éventuellement DCA ou accumuler sur Bitcoin. Les holdings du Purpose canadien, du Purpose Bitcoin, qui sont stables, c'est-à-dire pas de rentrée institutionnelle sur cet ETF spot sur Bitcoin. Et puis voilà, on a fait le tour. On va maintenant aller regarder les adresses. Donc les adresses avec plus de 1 Bitcoin qui sont toujours à l'augmentation ici. Les adresses à plus de 10 Bitcoin, excusez-moi. Également toujours à l'augmentation. Donc ça veut dire que les petits accumulent hein, pour le moment. En tout cas, si on considère que si vous êtes un petit, vous allez garder une adresse à 10 bitcoins. Il est tout à fait possible pour un très gros de prendre 100 000 adresses à 10 bitcoins. Hein. Tout ça est manipulable, bien évidemment. Mais bon, globalement, on a quand même ici une visibilité sur le marché qui est vraiment intéressante. Les 100 bitcoins qui sont plutôt dans de la distribution. Vous voyez, la trend est plutôt en train de baisser là depuis les derniers temps. Donc, on est plutôt sur une distribution de la part des 100 bitcoins. Sur les 1000 bitcoins, on avait eu une réaccumulation ici à partir du 16 octobre. Et pour l'instant, on est plutôt également à la distribution. Et les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui, pour le coup, elles partent en parabole. Donc, c'est globalement les baleines à boss qui accumulent. Les baleines qui sont à plus de 1000 bitcoins ne sont pas forcément dans de l'accumulation. Mais on a vraiment ici une grosse accumulation de la part des baleines à boss. Donc, adresse à plus de 10 000 bitcoins. On va aller faire la même analyse sur Ethereum. Surtout sur les adresses, on va regarder la supply du top 1%. Qu'est-ce que c'est la supply du top 1%? C'est-à-dire
1% des adresses les plus riches, combien elles détiennent de la supply totale, de l'offre totale, et vous voyez qu'on est à 95,9%. En ce moment, pas mal d'accumulation sur Ether, je vais vous le montrer après. On va d'abord regarder les adresses à plus de 1%, même dynamique que Bitcoin, globalement ça augmente fortement. Les adresses à plus de 10 Ether, on est sur de la grosse latéralisation, et ce depuis le 14 septembre. Les adresses à plus de 32 Ethers, donc le minimum pour pouvoir stacker, pareil, on a bien diminué et ensuite on a fait un plateau. Les adresses à plus de 100 Bitcoin, on avait une forte augmentation, je pense qu'on était juste avant The Merge là, et désormais on est plutôt placé sur une distribution. Quand on regarde les 10 000 Bitcoin, on est plutôt également placé sur une distribution, et les 1000 Bitcoin, on est placé également sur une distribution. Néanmoins, quand on regarde, alors là, moi j'ai pas ici sur Glassnode j'ai pas cette donnée sur Glassnode, mais on a ici les whales, comment dire, tout ce qui est whales, etc. On a pu ici déterminer quels étaient leurs comportements, et globalement sur Ether, on a remarqué que ça réaccumulait pas mal de ce côté-là. Néanmoins, effectivement, depuis The Merge, on a des plateaux qui sont en train de se calmer à la vente. On a eu des plateaux, si je zoome un peu plus, hein, on a eu des plateaux où effectivement beaucoup d'accumulation, et puis ensuite ça a vendu suite à The Merge. On a des plateaux, mais on n'est pas sur une accumulation de folie. Cependant, quand on regarde la whale activity, et là je l'ai pas sur Glassnode, mais je pense que je l'ai peut-être sur CryptoQuant, je vais aller regarder pour essayer de vous montrer ça. On a effectivement ici remarqué qu'il y avait une accumulation des institutionnels sur Ether. Je mets en pause, je regarde si je trouve ça. Alors, j'ai pas trouvé la métrique que je voulais trouver, malheureusement. C'est une charte que j'avais sauvée d'une autre vidéo. Mais vous voyez ici les réserves des exchanges qui sont en train de fondre comme neige au soleil. On est en train de faire ici, vous le voyez, une droite avec une pente qui est globalement un petit peu celle de la même que ce qu'on avait pendant le bull run. Donc en ce moment, beaucoup d'achats OTC, over the counter, c'est-à-dire que les réserves des exchanges sont vraiment très fortement à la diminution. On avait 3 millions de bitcoins en réserve pour les exchanges, et ils sont désormais passés autour de quelque chose comme 2,3, donc 30% de toutes les réserves des exchanges qui sont passées dans les mains de propriétaires dorénavant. Sur Ethereum, c'est la même chose, assez grosse distribution des exchanges sur toute la longueur, hein. Vous le voyez ici, c'est assez clair. On a ici, ils ont pu refaire des réserves sur cette descente là, vous le voyez ici, et puis désormais c'est pareil, ça achète pas mal over the counter, donc les institutionnels qui ont une entrée, on va dire, sur Ethereum et Bitcoin assez prononcée en ce moment. On revient ici sur le prix. Alors, on pourrait, pour moi, pour conclure cette vidéo, on pourrait tout à fait imaginer que le prix pourrait revenir au 19 pour nettoyer potentiellement les derniers entrants, mais personnellement, je trouve qu'ils sont pas suffisamment nombreux pour que ça puisse déclencher éventuellement ce mouvement. C'est possible de le faire. Le prochain cap pour moi, en tout cas si on est haussier sur BTC, c'est bien entendu de dépasser ici les 19,5 et de donner vie à ce W que vous voyez ici. Quand on dépassera la ligne de coût, on aura une confirmation supplémentaire. Personnellement, je ne paye pas les lignes de coût de W, je préfère rentrer sur des niveaux de Fibonacci, des choses comme ça, etc. Mais en l'occurrence, vous aurez quand même ici un signal que effectivement la tendance est haussière, au sens où on fait des plus bas de plus en plus haut, et puis voilà, on peut imaginer ici rentrer dans une dynamique qui est plus ou moins l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire plutôt ce genre de dynamique baissière. Vous comprenez que ici, si jamais ce plus bas là tient, et si jamais on fait un nouveau plus haut que celui-ci, voire plus haut que celui-ci, c'est-à-dire un 20 400, on est potentiellement sur un retournement de marché, peut-être toujours à l'intérieur d'une plus grande structure qui elle-même est juste correctrice, c'est-à-dire que là on a une structure, vous le voyez, haussière, qui pourrait nous donner potentiellement ceci, mais en tout cas en termes de structure, ce mouvement-là est tout à fait bon à prendre si jamais il se met en place. On aura la confirmation de ce mouvement quand on aura fait effectivement un nouveau plus haut, notamment au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire les 20 400. J'ai pas regardé la bourse aujourd'hui, ce que ça donnait à l'ouverture. On va juste aller faire un tour là-dessus, et puis on va clôturer la vidéo. Le Nasdaq qui nous fait 1,66%, donc c'est pas mal.
Journée joliment haussière, avec pas forcément de gap, mais on avait un gap ici. Si, il a été fermé dans la journée, donc c'est bon. Donc voilà, sur Nasdaq, c'est pas mal du tout. Le pétrole de Brent qui est également plus ou moins à l'augmentation. On a ici le S&P 500 qui lui aussi est à l'augmentation. Principalement, qu'est-ce qu'on avait dit nous sur cette potentielle structure? C'était que on avait ici atteint quelque chose sur... on avait fait ici un bas de 5, donc on avait estimé un peu... Oui, bah c'est ça, on est bon, on est dessus. Ici, voilà, on était au bon endroit. Un bas de 5 et on pourrait imaginer ici sur le S&P que la structure est différente, c'est-à-dire que on va faire désormais un rebond autour des 61,8 de toute cette baisse, c'est-à-dire qu'on va retracer 61,8 vers le haut. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Ça nous donnerait globalement un retracement à peu près jusque ici, c'est-à-dire 4202 points. Donc globalement un joli plus 10% à peu près sur le S&P, et puis ensuite on aura une dernière jambe baissière qui pourrait potentiellement ici en termes de structure nous annoncer la fin de la structure de cette structure de bear market. À voir si c'est ça qui se met petit à petit dans les charts. On va vite fait aller regarder également la stablecoin dominance. Vous savez que j'aime bien regarder moi la stablecoin pour avoir plus ou moins une idée de ce que pourrait nous donner le marché, puisque pour moi c'est l'indice du cash en crypto, c'est la stablecoin dominance. Donc j'ai partagé cette formule sur le Discord. N'hésitez pas, voilà, c'est une formule calculée tout simplement et faite d'elle-même sur TradingView. Et ici, stablecoin dominance, vous voyez qu'on avait ici ce support qu'on a pété, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On revient le tester. On se fait rejeter, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. On avait ce flag qui n'a pas donné, on a été rejeté par le haut ici du canal. On avait donc ce flag qui n'a pas touché. On avait ce biseau ce biseau également duquel on n'a pas touché la target, qui serait la target en général. On la considère au deuxième point de touchette sur le biseau quand le biseau se ferme comme ceci. Bon voilà, est-ce que on va se diriger ici plutôt vers les 14%, ou alors est-ce qu'on va éventuellement venir faire un tour au 18 avant? Très bonne question. Pour moi en tout cas, j'aurais tendance ici à faire attention, c'est-à-dire que on pourrait tout à fait, alors on l'a plus ou moins déjà fait, hein, le pullback ici, vous le voyez sur ce flag. Bon voilà, j'aurais tendance à faire gaffe. On a quand même eu ce mouvement impulsif après le flag, effectivement, mais vous voyez qu'on a tout de suite été rejeté par le haut du canal, et puis déviation, et puis ensuite on revient tester autre chose. Difficile de voir une structure ici sur la stablecoin dominance, si ce n'est voilà, des figures chartistes. Pas vraiment c'est assez difficile de voir une structure, c'est plutôt le canal de l'adoption qu'on regarde là des stablecoins que autre chose, mais je pense qu'on pourrait ici aller plus bas sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire potentiellement revenir visiter des niveaux autour des 15%, voire en dessous. Être à 15% de stablecoin dominance, ça nous ramènerait, je pense, le prix du Bitcoin autour des 21-22. Personnellement, pour moi, ce mouvement il peut aller jusqu'à 25 assez facilement, 25-27 000 $. Donc voilà, est-ce qu'on est déjà sur le début de ça, ou est-ce que d'abord on ira faire un tour aux 18% de dominance, aller chercher à la fois la target de ce bull flag et à la fois la target de ce biseau descendant? Pour ça, vous comprenez que ça voudrait dire faire un tour autour des 17 000 $ avant de faire ce mouvement à 25. C'est une possibilité de tout nettoyer en bas, perdre le plus bas des 17, et là pour le coup le marché serait vraiment en souffrance, personne n'achète, on fait monter le prix à 25, tout le monde est encore plus en souffrance parce que ils n'ont pas forcément acheté dans cette zone de prix, ou alors ceux qui achètent à 25 se disent ça y est, on est reparti en bull run, et puis ensuite on fait un nouveau plus bas, on perd 50% et on va éventuellement faire un tour au 12-14, ça serait vraiment le scénario où tout le monde pleure. Voilà, moi c'est plutôt ce genre de scénario-là que je vois pour ce bear market-là que autre chose. Donc la question c'est, est-ce qu'on ira à 25 avant d'aller à 17? Est-ce que ce rebond-là, c'est vraiment le bon rebond? Est-ce que ce breakout, c'est le bon? Pour moi, oui. Et après, il est possible tout à fait que je me trompe, bien entendu, sur cette analyse-là. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous invite à avoir un avis sur la question également, et ne pas forcément suivre les avis prédigérés de tout ce que vous pouvez voir sur YouTube. Sur YouTube, vous allez comprendre la manière
manière, la façon de faire, et puis ensuite vous allez piocher un petit peu comme un couteau suisse, vous allez prendre tel outil chez quelqu'un, tel outil chez tel autre, etc. Et puis ensuite, il faut faire de toute façon votre sauce avec votre manière de faire les choses, puisque c'est également votre argent. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord et à vous abonner, activer la cloche des notifications et bien entendu, éventuellement, mettre un like et un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude de poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin en fin de vidéo pour remercier les gens qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. La question du jour, elle sera sur... On va refaire une question sur les voitures. Est-ce que votre voiture est dans un état mécanique lamentable ou est-ce que vous êtes plutôt un maniaque du pneu, dès que le pneu est au témoin, etc. Vous changez ces choses-là et vous vous en occupez tout de suite. Voilà, c'est vraiment une question à la con, mais c'est le but, c'est le concept. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin face au dollar. À très bientôt, merci, ciao.